Plus de 8% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Publicis. Alors, est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? Vous le saurez à la fin, après avoir regardé cette vidéo. En premier lieu, comme d'habitude, on va s'intéresser à la viabilité du business. En second lieu, on va s'intéresser beaucoup plus à la valorisation de l'entreprise. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. Publicis Group, si on regarde le graphique sur 5 ans, on voit que c'est une très belle entreprise avec une belle pente haussière, même si il y a eu quelques petits problèmes en 2019 et 2020 suite à la restructuration du groupe, suite aux nouvelles technologies qui avaient été mises en place, c'est-à-dire des technologies liées à l'IA. Donc là tout de suite on va aller basiquement sur Wikipédia pour comprendre un petit peu donc qu'est-ce que fait Publicis. Donc Publicis c'est une multinationale française de communication fondée en 1926, c'est-à-dire que leur principal atout c'est des cerveaux. Donc avec des employés qu'on va payer assez cher en soi, on va aller faire des campagnes marketing, de communication pour des entreprises, que ça soit pour vendre des produits, pour que la marque ait une meilleure image à travers leurs consommateurs, etc. Donc on voit un petit peu les premières années, l'après-guerre, les croissances externes, etc. Donc on sait que c'est une entreprise qui croît énormément par acquisition. Étant donné que je vous le rappelle, on n'a pas d'outils manufacturiers, etc. On n'a pas ce genre de bidule pour ce genre d'entreprise. Ce qu'on retrouve essentiellement, ce sont des cerveaux. Donc on a besoin de faire des acquisitions et on a besoin d'être attirant pour pouvoir récupérer justement cette masse de cerveaux qui va être intéressante pour nous pour donc créer de la valeur ajoutée. On va aller donc le voir, on a énormément d'acquisitions, 200 personnes, 1000 personnes. Ici, bon, on a beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais donc on voit qu'est-ce qu'on va aller le plus acquérir. Ce sont conseillers en communication, marketing, performance, communication numérique, etc. Ensuite, on avait eu une fusion avec Omnicom, qui était donc un américain, qui avait donc un intérêt à fusionner pour devenir Publicis Omnicom Group, et donc un des plus gros. Le but était de passer de numéro 2 et numéro 3 à numéro 1 mondial devant le britannique WPP, donc qui est donc Martin Sorrell, présage depuis juillet l'échec de ce projet de fusion qui ne pourra pas aboutir. Donc après la tentative de fusion, on voit qu'on continue donc à faire de la croissance, et donc ensuite on voit un petit peu la liste des actionnaires majoritaires. Donc on voit un petit peu la liste des actionnaires majoritaires et minoritaires. On voit que quand même, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de personnes. Elisabeth Badinter, donc maintenant il faudrait savoir qui c'est. Je crois que Badinter c'était, si je me trompe pas en politique, effectivement Robert Badinter qui était donc son mari. Maintenant qu'on sait à peu près ceci, on va aller regarder un petit peu les clients de l'agence. Donc on voit qu'il y a beaucoup de répertoire, donc on peut aller voir ça sur un annuaire qui est disponible sur internet. Donc on voit qu'on a Adidas, Airbus, LVMH, Netflix, le groupe Renault, Fleury Michon, simplement la région Île-de-France. Donc basiquement en fait on va avoir des contrats publics et des contrats privés. Pour l'État français ça va être plus intéressant d'aller donner ça à Publicis que d'aller donner ça à WPP. Ensuite on va avoir même le MEDEF, c'est-à-dire, là on le voit ici, institution intérêt public, association à but non lucratif. Pareil pour Respect Zone, on a la Française des Jeux, on a Boursorama, donc qui est la Société Générale, CA, donc Lacoste, etc. Pareil, modèle vente et chaussures. Et donc on voit que pratiquement toutes les entreprises que vous connaissez, que ça peut aller des montres, des cravates, des casquettes, des albums, tout ce que vous voulez. Donc en fait, on va avoir Publicis qui va aller pouvoir gérer la communication de toutes ces boîtes-là. Maintenant, on voit quand même depuis à peu près, on a une certaine idée depuis combien d'années est-ce qu'il travaille avec ces entreprises. On voit que ça a l'air d'être de faire quand même assez peu longtemps. On le voit un maximum, on va les retrouver voilà du 8 ans ici de partenariat avec Publicis Group, ce que je trouve quand même assez faible, hein, qu'on se le dise, parce que pour une entreprise qui existe depuis quand même 1928, avoir des partenaires, même si, on le sait, Adidas, elle a eu quand même beaucoup de problèmes dans sa vie, elle a été reprise par Tapi, elle a été reprise par les frères Dasser, mais donc on voit quand même que c'est une entreprise qui n'a pas arrêté de grossir. On voit par contre le nombre d'actions qui continue d'augmenter, donc en fait, basiquement, je pense que pour faire de l'acquisition, on va aller émettre de nouvelles actions, on va les échanger contre les actions qui existaient déjà sur les sociétés qu'on voulait acquérir. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu la vue d'ensemble, 26 milliards en capitalisation, on a quand même un rendement du dividende à 3%, ce qui est quand même assez bon pour des entreprises de ce type-là, avec quand même assez de croissance, hein, parce qu'on continue, je vous l'ai dit, de la croissance par acquisition. On voit que le taux de croissance du chiffre d'affaires n'est pas forcément extrêmement bon. Maintenant, on va aller regarder le taux de croissance des marges, on voit qu'il est d'ailleurs souvent un petit peu plus bas, voire par contre ces dernières années avec une augmentation des marges. On va aller le regarder ça ici tout de suite. Sur la marge brute, on est à 14, sur les marges EBITDA, on est passé de 17 à peu près une vingtaine de pourcents, et sur les marges nettes, on est à peu près au même niveau, 8% de marge nette pour une entreprise qui emploie, comme je vous l'ai dit, des cerveaux, c'est-à-dire
pas du tout des machines industrielles, donc on n'a pas de dépenses en capital, donc ça c'est des informations bonnes à prendre en compte. Le coût des marchandises, c'est vraiment nos dépenses d'exploitation, nos coûts des marchandises, etc. Donc tout ce qui va nous plomber, ça va être le revenu hors exploitation avec les charges d'intérêt sur la dette qu'on voit à peu près qui représente 10% du bénéfice d'exploitation, donc on voit que c'est quand même assez peu important, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout endettée, l'entreprise. On va aller regarder ça, on voit qu'effectivement on a une dette totale qui est à 5,5, donc on l'a petit à petit, on l'a fait diminuer, et on arrive quand même avec une dette nette aujourd'hui à peu près à 1 milliard, c'est-à-dire qu'on a quand même au moins 4 milliards, 4,5 milliards de liquidités en actif. On va aller regarder en moyenne combien de cash flow est-ce qu'on peut faire. On voit que le cash lié aux activités d'exploitation sans prendre en compte l'évolution du fonds de roulement, on voit qu'en moyenne on a une croissance assez bonne, c'est-à-dire qu'on arrive toujours à faire de plus en plus d'argent. Ensuite, combien est-ce qu'on va dépenser en capital? Donc on voit qu'en moyenne, voilà, on dépense à peu près 200 millions, ce qui représente entre 10 et 15% au maximum de dépenses en capital par rapport à notre capacité d'autofinancement. Donc évidemment, c'est extrêmement bon. Maintenant, j'aimerais quand même savoir, on a combien de dépréciation? La dépréciation, elle est quand même assez importante. C'est-à-dire qu'on arrive justement à pas se faire taxer sur à peu près 800 millions d'euros qui ne sont pas taxés et on va seulement en investir 200 millions sur le reste. Donc qu'est-ce qu'on fait après avec le reste de ce cash? On verse des dividendes à peu près pour 700 millions d'euros, sachant qu'il nous reste quand même beaucoup plus. Donc techniquement, aujourd'hui, l'entreprise, si elle vous verse la totalité des bénéfices nets attendus, donc comme on l'a pu le voir à ce niveau-là, 7 euros de bénéfices nets, si aujourd'hui elle vous les reverse, on est à peu près sur un rendement d'au moins 7%, voire sur 2027, un rendement d'au moins 8% sur les bénéfices nets, donc sachant qu'aujourd'hui elle vous verse 3% en dividendes. Ensuite on pourra potentiellement avoir une toute petite croissance, parce qu'on l'a vu, elle a déjà pris, donc c'est-à-dire l'IA, pour aller justement améliorer son outil de travail, et donc forcément améliorer les capacités des personnes qui travaillent chez Publicis. Aujourd'hui, on l'a vu avec donc une baisse des dépenses d'exploitation ou en soi des coûts des marchandises, même si on voit quand même que voilà, haut coût des marchandises, on va les regarder quand même en termes annuels, on voit qu'effectivement, on a eu une croissance de nos coûts de fonctionnement, mais ça, c'est effectivement en lien avec la croissance de notre chiffre d'affaires, même si on voit qu'en moyenne, on arrivait quand même à peu près à s'en sortir au même niveau. On a quand même vu un 2020 avec une baisse de la croissance, surtout une baisse de nos marges. Ici, on a eu une dépréciation exceptionnelle. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on déprécie exceptionnellement. Pourtant, quand on va regarder le cash flow de cette année, effectivement, on voit que le fonds de roulement, il a été négatif. Comparé à toutes les autres années. Pourquoi? Pourtant, en 2020, le principe, c'est qu'effectivement, on a eu moins de commandes, etc. Donc forcément, normalement, on devrait avoir moins de problèmes. On voit que ça n'a pas été le cas pour cette entreprise. Maintenant qu'on a vu ce que faisait l'entreprise, maintenant qu'on a vu à peu près ses chiffres, maintenant qu'on a compris que c'était une assez bonne entreprise, même s'il n'y avait pas énormément de croissance dans ce genre de métier, on peut continuer à faire de l'acquisition. Ce qu'il faut savoir, c'est les parts de marché. On a vu que Publicis aujourd'hui, peut-être donc, comme je vous l'ai dit, la troisième, la deuxième, la quatrième, la première compagnie de communication en France, donc on voit que Publicis est assez bon, on voit qu'en revenu on a uniquement ce service, et ensuite par pays, on voit qu'en moyenne c'est North America, c'est-à-dire vraiment les États-Unis et le Canada, plus les États-Unis je pense, où on va aller faire de la pub. On voit qu'aussi on a l'Europe qui arrive en deuxième avec seulement un tiers, voire même un quart du revenu dont on dispose. Maintenant qu'on a su ça, j'aimerais vous montrer quelque chose d'important. Havas et Publicis, un rapprochement possible. Donc si vous avez déjà vu mes vidéos sur Vivendi, vous savez que Havas est aussi une entreprise de communication, qui d'ailleurs était une excellente entreprise de communication. Donc je vous le montre directement sur Wikipédia, on voit qu'elle est l'un des plus importants, donc entreprise de conseil en communication, et ses principaux rivales sont Publicis, Omnicom et WPP. Ensuite, les autres, on va les voir, là, ça va être évidemment du japonais, et ensuite Interpublic, je ne sais pas exactement, ça a l'air d'être une entreprise américaine. Donc maintenant qu'on sait à peu près ça, on devrait regarder à peu près les chiffres d'affaires. On voit que Omnicom, on est à peu près sur le même niveau de chiffre d'affaires que Publicis, peut-être un tout petit peu plus élevé, et ensuite WPP, qu'on va aller pouvoir voir, on est plutôt sur du GBP, donc on va aller avoir un chiffre d'affaires quand même un peu plus important, et donc WPP qui donc est la toute première entreprise de conseil en communication. Donc on voit qu'effectivement on est sur un marché qui est toujours assez éclaté,
parce que on n'est pas du tout sur un marché éclaté, parce qu'on voit quand même qu'on a 5 principaux concurrents qui détiennent à peu près tout le marché. Même s'il y a quand même énormément d'agences de marketing, énormément d'agences de communication, il faut se rendre compte que ces entreprises-là ont dans leurs commandes et dans leur carnet de commandes et comme clients des entreprises multinationales, américaines, françaises, italiennes, allemandes, chinoises, etc. Donc elles ont vraiment toutes les entreprises en clients. Et donc elles se font entre elles la guerre des prix, et possiblement, est-ce qu'il y aura de la consolidation dans ce marché? Je ne pense pas, étant donné que ces acteurs-là peuvent continuer à faire de la consolidation externe, même si le marché, on l'a vu, était quand même assez concentré. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt.